Bonjour à tous. Dans cet exposé, nous allons essayer de mesurer l'efficacité d'une thérapie cognitive et comportementale sur l'un des troubles de l'humeur les plus présents chez l'enfant et l'adolescent, c'est-à-dire la dépression. Nous allons d'abord vous rappeler ce qu'est la dépression, avant d'expliquer pourquoi ce trouble est si important à prendre en charge, même ou plutôt surtout au cours de l'enfance. Dans un second temps, nous parlerons des origines de la thérapie cognitive et comportementale que nous abrégerons TCC tout le long de l'exposé, avant de parler de son fonctionnement et de son efficacité. La dépression est un trouble de l'humeur caractérisé par une perte de plaisir au quotidien pour toutes les activités, y compris celles que le patient appréciait avant l'arrivée du trouble. On parle ici d'anédonie. Ce trouble est aussi caractérisé par une humeur dépressive, dans laquelle le sujet se sent triste, ne laissant plus apparaître d'émotions positives. Pour l'enfant et l'adolescent, cette humeur dépressive est parfois accompagnée ou remplacée par une irritabilité accrue. De nombreux autres symptômes peuvent être présents. Le dérèglement du rythme circadien est certainement l'un des symptômes qui perturbe le plus le quotidien de l'enfant. Il provoque des perturbations du sommeil et entraîne des difficultés d'éveil et de concentration au cours de la journée. Le sentiment de culpabilité et une dévalorisation exagérée sont aussi des symptômes souvent présents qui ont pour conséquence une baisse de l'estime de soi, mais aussi une montée de pensées négatives sur autrui et l'avenir du patient. Pour poser le diagnostic d'un trouble dépressif caractérisé, les principaux symptômes du patient doivent dater d'au moins 2 semaines. La dépression des enfants et adolescents est plus dure à diagnostiquer que chez l'adultes, car les premières plaintes sont plus centrées sur des douleurs physiques. Par exemple, l'enfant peut avoir des douleurs abdominales, des nausées ou encore des maux de tête inexpliqués qui ne font pas penser immédiatement à une dépression. La réactivité affective que peuvent avoir les enfants et les adolescents face à leur environnement peuvent participer à une absence de détection du trouble. En effet, un adolescent avec une dépression légère ou modérée peut, avec difficulté, réussir à cacher ses symptômes au cours de la journée et être réceptif à un environnement positif. Par exemple, lorsqu'il veut manger, quand il mange ou quand il va au cinéma avec ses amis. En ce qui concerne l'étiologie, c'est-à-dire les causes, la dépression chez l'enfant et l'adolescent semble être proche de celle de l'adulte, s'inspirant du modèle biopsychosocial. De nombreux événements stressants peuvent être impliqués pour conduire un enfant vers une dépression. Les plus importants sont des difficultés scolaires ou sociales, une carence affective, ou encore la perte d'un parent ou d'un proche. Un stress trop important et constant sur la durée risque de produire du cortisol. Ce cortisol en excès risque alors d'inhiber la synthèse de neuromédiateurs indispensables au bien-être du patient, comme la dopamine et la sérotonine. Certains tempéraments sont aussi plus sensibles au stress et ont plus de risques d'avoir un trouble dépressif caractérisé au cours de leur vie. Ces tempéraments sont alors considérés comme des facteurs de risque. On peut citer par exemple le tempérament anxieux ou encore irritable. La complexité de l'étiologie et les causes multifactorielles de la dépression font que des débats scientifiques sont toujours d'actualité, que ce soit pour la dépression de l'adulte ou de l'enfant. La prévalence et l'évolution du trouble sont deux arguments qui montrent l'importance de la dépression chez l'enfant. En prévalence cumulée, des études estiment que 12% des filles et 7% des garçons âgés de 16 ans auraient déjà eu un trouble dépressif au cours de leur vie. À titre de comparaison, seulement 1% des enfants et adolescents seraient sujets au trouble bipolaire. La dépression d'un patient est souvent récurrente, même si un traitement médicamenteux a été donné. D'après l'étude du traitement de la dépression chez adolescents, abrégé TADS, parmi les 96% d'adolescents guéris d'un épisode dépressif initial, 46% feront une rechute au cours des 5 ans. Suivant. D'après une autre étude faite par Biermaer et collaborateurs en 1996, 60% des enfants et adolescents ayant eu une dépression rechutent une fois adultes. Une autre étude, de Brent et collaborateurs en 2000, suggère qu'une dépression précoce aurait un impact sur la qualité de vie future du patient, en estimant sur des jeunes femmes un salaire moyen
inférieure d'environ 15% par rapport à d'autres femmes sans antécédents. D'après cette même étude, les femmes ayant eu un trouble dépressif au cours de leur enfance sont aussi moins souvent mariées, ont plus de difficultés à s'insérer dans un contexte social et sont beaucoup plus à risque de développer d'autres psychopathologies. Le suicide est un des principaux enjeux à éviter lorsqu'un adolescent a un trouble dépressif. En effet, il s'agit de l'un des premières causes de décès des adolescents. Sur des échantillons non cliniques, des études ont rapporté qu'environ 17% des filles et 10% des garçons de 12 à 16 ans ont eu des pensées suicidaires au cours de leurs 6 derniers mois. Parmi les adolescents dépressifs, 60% disent avoir eu des idées suicidaires et 30% auraient fait une tentative. Heureusement, en moyenne, un seul suicide est réussi sur 100 tentatives. De nombreux facteurs peuvent venir augmenter le risque de tentative de suicide, comme par exemple l'accès à des moyens létaux. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de cet exposé. La thérapie cognitive et comportementale contre la dépression est née à la suite de la création du modèle ABC de Albert Ellis dans les années 50 et du modèle cognitif de la dépression par Aaron Beck durant les années 60. Dans le premier modèle, Albert Ellis souhaite s'éloigner de la psychanalyse et du behaviorisme, les deux courants principaux pendant cette période. Il estime que ces courants psychologiques ne sont pas assez efficaces pour plusieurs troubles psychopathologiques comme la dépression. Il va donc créer la théorie rationnelle émotive comportementale dans laquelle il crée le modèle ABC. On va juste parler de ce modèle ici. Ce modèle explique que les événements perçus, notés A, ne provoquent pas directement des conséquences ou des comportements, notés C. Les comportements seraient aussi influés par la perception et l'interprétation du sujet, noté B. Les TCC d'aujourd'hui cherchent en effet à modifier les cognitions, équivalent du B, et les comportements, équivalents du C. Albert Ellis a fait de nombreuses observations et trouvé 4 principaux types de pensées irrationnelles. Les pensées exigeantes, basées sur des anticipations catastrophiques, basées sur une intolérance à la frustration, et des pensées dépréciatives. Dans le second modèle, Beck explique comment les pensées deviennent négatives dans une triade cognitive précise, soit les autres et le futur. Des schémas et des processus cognitifs inconscients dysfonctionnels entraînent des événements cognitifs plus observables cliniquement. Les schémas cognitifs utilisent la mémoire à long terme pour créer des postulats sur soi et son environnement. Pour une personne dépressive, ces schémas dysfonctionnels ne filtrent que les aspects négatifs de l'expérience vécue et créent de faux postulats. Par exemple, le patient peut estimer inconsciemment que personne ne peut l'aimer ou qu'il est incompétent. Ces postulats inconscients servent de guide pour les jugements du patient sur lui, son environnement et son futur. Les événements cognitifs sont des pensées automatiques qui peuvent être repérées par le sujet qui vont modifier ses comportements à son insu. Ces comportements vont ensuite être jugés comme négatifs par le patient et vont entraîner des émotions négatives. De nombreuses distorsions cognitives peuvent venir perturber le lien entre le schéma et les événements cognitifs, créant ainsi un cercle vicieux où les émotions négatives provoquent une inaction ou des comportements incorrects qui viendront nourrir les postulats pessimistes. Pour donner des exemples de distorsions cognitives, on peut parler de l'inférence arbitraire. Le patient va tirer des conclusions sans preuve et avec des informations inexactes, transformées par les schémas cognitifs dysfonctionnels. On peut aussi parler de la surgénéralisation, dans laquelle le patient va étendre une expérience passée à d'autres situations possibles. Pour Beck, une TCC ne peut être efficace à moyen et long terme que si elle réussit à modifier les croyances fondamentales erronées du patient, c'est-à-dire les schémas cognitifs.